Les médias aujourd'hui sont en charge de dire la vérité officielle et sont en charge de penser ce qui serait pas en accord avec cette vérité officielle et de les catégoriser dans une case simpliste. En fait, le langage totalitaire essaie toujours de vous cliver. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes dans un camp? Est-ce que vous êtes dans un autre? La question sanitaire, la question de dans quel état de santé vous êtes, va se retrouver mélangée avec la question de l'appartenance sociale. C'est-à-dire que vous avez des points d'entrée dans le fait de participer à la vie sociale qui sont en fait reliés à des critères de santé. À partir du moment où vous avez mis le doigt dedans, c'est un engrenage qui va vous emporter très très loin. Parce qu'au début, c'est telle ou telle injection, mais c'est ensuite, est-ce que vous avez eu le rappel? Puis est-ce que vous avez eu le booster? Puis vous êtes la 4e, la 5e dose? Et puis est-ce que vous êtes comme ci ou comme ça? Ça ne s'arrête pas. Bonjour docteur Louis Fouché. Merci beaucoup de me recevoir dans Epoch Time encore une fois. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez publié mi-octobre un livre intitulé Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain aux éditions Guitre et Daniel. Un ouvrage qui a été illustré par Benoît Flamec et qui a inspiré des échanges que vous avez eus avec Stéphane Chatry, qui est l'initiateur de la chaîne Éthique TV et fondateur aussi d'une association destinée à partager les savoirs et à promouvoir des projets artistiques, éducatifs ou culturels. Dans ce livre, vous identifiez plusieurs dérives que la crise sanitaire a permis de mettre en exergue, mais vous proposez aussi une série de réflexions destinées à permettre à chacun de prendre de la hauteur et de tirer des enseignements constructifs et inspirants de cet épisode sanitaire. Alors, pour commencer, peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la genèse de ce livre et nous expliquer brièvement ce qui vous a poussé à coucher vos réflexions sur le papier avant qu'on revienne plus en détail sur les différents sujets qui sont évoqués. Oui, merci d'en parler. Je vais juste commencer par ce que je dis d'habitude, et c'est pas pour vous ni tellement pour les spectateurs, c'est plutôt pour le Conseil de l'ordre et les différentes tracasseries qu'il peut y avoir pour un médecin. Donc, je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'ai pas de conflit d'intérêt dans le Covid ni dans ce dont on va parler. Je touche à peu près 1 euro, je crois, de droit d'auteur par livre. Donc, j'ai conflit d'intérêt, mais qui sont modestes, on va dire. Enfin, ouais, faire vendre beaucoup de livres pour que vraiment ça fasse vivre. Et je suis porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui est un collectif citoyen, scientifique et artistique autour du Covid et de la prise en charge du Covid, et qui essaye depuis le départ de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique et d'aller plus loin. C'est de dire la crise est un moment de focalisation sur la problématique sanitaire, mais au fond, elle met au jour le fait qu'il y a plein d'autres problèmes dans notre société. Donc l'enjeu des réflexions avec Stéphane, c'était finalement qu'il est venu me voir justement pour discuter de tout ça. Et on prétendait pas avoir raison. Moi, je prétends pas avoir raison sur rien. Je lui donne un point de vue. Ça y est, cette phrase de Thomas Dansbourg, on a le choix dans la vie, avoir raison ou être heureux. Moi, je préfère être heureux. Donc, je prétends pas avoir raison. Donc, il y a des gens qui pourraient être tentés de dire, il vient nous asséner ses vérités, etc., donner des leçons. Non, bien au contraire, je pose un certain nombre de points de vue comme un support de réflexion, comme justement une ouverture à une réflexion propre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit ou qui m'ont téléphoné pour me parler du livre en disant je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur tel point, sur tel autre, etc. Et ça, je trouve ça super sain. Ça me fait évoluer déjà. Et puis c'est vraiment le but du livre, c'est d'arriver à dire on est capable d'avoir des points de vue différents, mais on est capable de se rencontrer et on est capable de les mettre en balance les uns avec les autres et de les enrichir mutuellement plutôt que de vouloir les confronter de manière plastique, on va dire, que ça casse tout, quoi. En fait, on essaye de vaincre l'autre, de le convaincre qu'on a raison. Là, il n'y a pas l'idée que de vous convaincre, parce que je pense que personne n'a envie d'être un con vaincu. Pareil, c'est une phrase de Thomas Dansbourg qui fait de la communication non violente, c'est un jeu de mots. Donc, la genèse du livre, c'est au départ Stéphane Chatry qui vient me voir à Marseille et qui vient discuter avec moi. Et puis, on a une préoccupation d'emblée d'essayer de se mettre dans de la beauté. C'est-à-dire plutôt que de faire une interview par Zoom comme ça, ou au fin fond d'un cafouche à la maison, ou en faisant comme on peut, on va dire, avec les moyens du bord, on se dit, on va essayer de le faire avec de la beauté. Et donc, on va aller dans la nature, on va aller dehors, dans les calanques, dans un jardin partagé, et puis montrer ça. Puis, dans ces entretiens, je crois que c'est quelque chose qui a touché les gens aussi. D'une part, la chaîne, elle s'appelle Éthique TV. Elle parle d'éthique, elle parle d'une façon d'être au monde dans un rapport sain et
bienveillant mais sans dictature de la bienveillance, c'est-à-dire en acceptant aussi l'idée qu'il y a des rapports de force, qu'il y a du conflit, et qu'il va falloir faire avec. On est les deux pieds dans la fange du réel. On n'est pas dans un monde théorique idéal. On est dans la vraie vie, à devoir appréhender cette vraie vie et faire avec. Et donc accepter un certain nombre de choses qui peut-être sont pas dans notre référentiel théorique, mais pourtant sont quand même là. Et, euh, et finalement, tout ce qui nous arrive toujours en médecine, faire la médecine, on voudrait que ce soit idéal, on voudrait que ce patient il soit comme si. En fait, on est en permanence confronté à des enjeux éthiques en réanimation. Par exemple, la question se pose très souvent de est-ce qu'il faut continuer les soins ou pas. Et c'est pas une affaire de bien ou de mal, parce qu'en fait, souvent c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus euh, complexe. On va en reparler après sur cette notion de complexité peut-être. Donc les entretiens, ils ont été faits à Marseille et puis il est revenu. Stéphane, il a dit en fait j'ai envie de continuer à t'écouter et à te poser des questions sur d'autres aspects et pas que des aspects sombres. Parce qu'on a parlé du néolibéralisme, on a parlé du transhumanisme, on a parlé du déferlement totalitaire. Mais quel est ton point de vue sur l'immunité? Quel est ton point de vue sur l'art et le rôle de l'art dans cette crise et dans ce qui nous occupe aujourd'hui? Quel est ton point de vue sur ce que c'est que transmettre finalement au-delà de l'art et d'interagir avec la matière, si on parle d'art et d'artisanat? Et puis, comment tu verrais le monde de demain? Donc, on a parcouru l'ensemble de ces champs-là ensemble. Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir les écrire, d'en laisser une trace un peu plus importante que juste une vidéo sur YouTube. Pourquoi? C'est pas prétentieux ni rien, c'était pas un enjeu financier non plus, comme je vous l'ai dit. Je sais pas ce que c'est qu'être auto-éditeur et tout ça, j'ai du mal à savoir comment on peut gagner de l'argent en vendant un bouquin aujourd'hui. Euh, mais c'était vraiment l'idée plutôt de donner à voir et de transmettre, de dire cette parole-là, peut-être qu'elle a un intérêt d'être mise sur la place publique parce qu'elle va donner un cadre d'intelligibilité à un certain nombre de gens qui n'en ont plus. Et c'était vraiment l'idée de Stéphane de dire aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont incapables d'appréhender la crise. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les motifs intellectuels, ils n'ont pas les concepts. Est-ce que si on donne un certain nombre de concepts, eh ben on réouvre un champ des possibles pour les gens qui peuvent se mettre à s'approprier ce qui est en train de se passer et arrêter d'en être les dupes ou arrêter d'être prolétarisés. J'emploie souvent cette expression. Prolétarisés, c'est qu'ils ont perdu le contrôle sur leur outil de travail, mais plus loin, ils ont perdu le contrôle sur leur savoir, sur leur savoir-faire, sur les mots eux-mêmes. Ben là, c'était vraiment une idée un petit peu à la fois pédagogique et à la fois d'ouverture. Et puis l'idée du livre, c'est aussi l'idée de le poser dans l'institution. Parce qu'un livre, c'est une trace lente, une trace en sagesse, quoi, en prudence, en patience. C'est pas un truc sur un plateau télé qu'on va balancer comme ça, et puis le lendemain de dire non, on essaye de poser vraiment. Voilà la genèse du projet, et il a été largement aidé par beaucoup de personnes qui veulent pas forcément dire leur nom, mais c'est quelque chose que je peux dire au public, c'est qu'écrire un livre, c'est pas une aventure tout seul. Ça peut être qu'une aventure à plusieurs. Et en fait, c'est la leçon pour moi de toute cette année et demie, 2 ans qui sont passés, c'est que tout seul, on est capable de rien, quoi. Vous consacrez un chapitre au transhumanisme dans ce livre. Alors, vous écrivez notamment que le transhumanisme est une idéologie qui nie le vivant, qui nie la vie. Vous dites aussi que le transhumanisme est contre l'humain et qu'il cherche à nous déraciner de la réalité et qu'il imprègne toute la sphère économique, financière, politique, idéologique et culturelle. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les principales caractéristiques du transhumanisme, la façon dont il se manifeste dans la société, les outils sur lesquels il s'appuie, et puis en quoi représente-t-il une menace d'après vous? Je mets derrière le transhumanisme effectivement l'idée qu'il y a une lutte assez profonde entre plusieurs façons différentes d'essayer de résoudre la problématique de la souffrance. Oula, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si l'humain est un être de souffrance, de chair et de sang, un être social et un être de souffrance, mais que son expérience, c'est de souffrir depuis qu'il est tout petit et qu'il sort du ventre de sa maman, il était dans le cocon bien chaud, où tout allait bien, était nourri par perfusion directe, même pas aucune prise de tête, un peu de musique, des mots doux en permanence, etc. Le battement du cœur chaud comme un point grenat à l'intérieur de la caverne où il est bien.
il sort et ça y est quoi. Il a froid, c'est dur, le passage est compliqué. D'emblée, on va lui mettre des trucs sur la peau alors qu'il était habitué à rien. Et puis en fait, l'ensemble de la vie va être des souffrances répétées les unes après les autres. Il va falloir apprendre à marcher et bing se cogner et bing se recogner et bing se recogner jusqu'à être petit homme debout sur le sol. Et puis pareil, ensuite vous apprenez à nager, vous apprenez tout quoi. Tout va être un grand coup dans la figure à chaque fois, une épreuve initiatique, jusqu'à ce qu'on prenne sa forme, la plus belle, celle d'un être humain libre, heureux, responsable. Et en fait, cette expérience de souffrance, l'humain va chercher en permanence à trouver un remède, quelque chose pour essayer de l'amoindrir, de l'amortir, de faire que ça se passe un peu mieux que juste le gros coup dans les dents, quoi. Et ça, c'est pas pour rien qu'il le fait. C'est que si c'est juste un gros coup dans les dents, et que c'est pas guidé, que c'est pas accompagné, que c'est pas amorti, cette souffrance-là, elle peut être à l'origine de la perversion. C'est-à-dire de créer des gens qui sont séparés. Et si vous réfléchissez à ce qu'est un pervers narcissique pour Racamier, Paul-Claude Racamier, c'est un auteur qui a beaucoup écrit sur les pervers narcissiques. Alors depuis, c'est une expression qui a été très en vogue dans les années 2000, et puis voilà, mais qui correspond à une réalité. Et c'est pas un hasard en fait. S'il y a une augmentation de la perversion narcissique dans notre système, c'est cette idée que quelqu'un à qui vous rompez tous les fils qui le relient aux autres par justement une souffrance trop importante, trop violente, non guidée, non accompagnée. C'est comme s'il avait cassé le fil, tac, il est séparé. Et lui, il est en orbite autour de la galaxie, comme quelqu'un qui serait un spationaute dans sa combinaison spatiale et qui a perdu le lien avec la station Mir, quoi. Il tourne, il a froid, il sait que son oxygène baisse, et c'est la grande frayeur, quoi. Moi, en tout cas, enfant, c'était une de mes grandes frayeurs dans les films de spationautes. Se retrouver, j'en ai fait des cauchemars plusieurs fois, quoi. Et en fait, c'est un cauchemar. Cette vie-là, de ces gens-là qui sont tout seuls, c'est un cauchemar. Et ils vont chercher par tous les moyens possibles à revenir au contact des autres, par une culture de la violence et du viol. Et donc, il n'y a pas de hasard. C'est les gens qui violent les autres, de toutes les manières symboliques ou physiques, et qui vont prendre toutes les structures d'intermédiation. Ce que je veux dire par là, les structures qui mettent en lien la médecine, l'argent, l'enseignement, l'école, toutes les structures où il y a quelque chose à mettre en lien, ils se mettent là. Et ils essayent de prendre toute la place, de réaspirer les autres pour que, ça y est, j'ai retrouvé du lien. Et donc, ils forcent les autres à être en lien. Bon, ça va assez loin ce que je dis là, mais la plupart des structures économiques multinationales aujourd'hui sont dans cette pathologie-là de la perversion narcissique. Elles cherchent à être dans tous les espaces de vos vies. Vous avez des amis, vous êtes obligé de passer par Facebook maintenant pour vous réunir, etc. Parce que avant, vous pouviez aller vous voir dans le village, vous réunir sur la place village. Non. Après, il a fallu le téléphone. Et maintenant, non, c'est obligé. Vous devez avoir des friends sur Facebook ou un WhatsApp pour vous organiser. Donc, ces structures-là, à la fois, elles paraissent pratiques, à la fois, elles vous ont désapproprié de quelque chose que vous aviez déjà. Qui avait pas, pour aller voir les amis, vous aviez pas besoin de WhatsApp. C'est pas vrai. C'est juste que WhatsApp vous donne un confort, une rapidité à le faire et se présente comme le prolongement de vous-même. Et en fait, ça, c'est l'une des clés du transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est plein de mouvements complexes. Il y a plein de tendances philosophiques, depuis le cyborg, la singularité, en passant par... Donc, on va pas forcément rentrer dans tous ces détails qui ont trait presque à la philosophie ou à l'histoire des idées. Pour le simplifier en disant le transhumanisme, c'est finalement le bout d'une idéologie où, pour faire face à la souffrance, ma solution, ce serait la technique, les systèmes techniques. Et donc, j'aurais besoin de prothèses, de jack avec une clé USB à me brancher, de choses comme ça, pour pouvoir vivre dans ce monde-là. Parce que tout seul, comme ça, moi, sans griffes, sans plumes, je peux pas survivre, quoi. Le monde, il est trop violent. Et donc, je vais me mettre des artefacts, des artifices en permanence pour me permettre de survivre dans toute cette violence d'interaction qu'il y a avec le monde. Et ces artefacts, il y a beaucoup de transhumanistes qui le présentent comme le prolongement naturel des lunettes, quoi. Oui, toi, t'aurais pas de lunettes, t'aurais jamais été médecin, tu t'aurais jamais pu lire tous les bouquins que t'as lus, etc. Et tu serais resté juste un gros hypermétrope qui voit flou, quoi. Ouais, c'est vrai, probablement. Sauf que ça a trait à la question du rapport à la technique. C'est-à-dire, les lunettes, là, j'en suis le maître. Est-ce que je les mets, est-ce que je les mets pas? Est-ce que j'accepte tel ou tel niveau de correction? Je décide, en fait. À un moment, je peux rompre avec, je peux transformer les choses. Je suis pas prolétarisé complètement sur les lunettes.
Je le suis un petit peu, hein. Je dépends d'un opticien, je dépends d'un ophtalmo, je dépends d'une entreprise qui fabrique les verres. Mais globalement, l'entreprise qui fabrique les verres, elle me fait pas payer un abonnement toutes les 2 heures pour avoir le droit d'avoir mes lunettes, quoi. Elle prend pas mon code de carte bleue et mon empreinte directement rétinienne. Non, elle me vend des lunettes une fois de temps en temps quand je suis d'accord. Et puis si je fais attention, je peux les garder pour quasiment toute la vie, quoi. Donc je suis pas prolétarisé complètement. Alors que les systèmes numériques aujourd'hui, qui sont très promus par les transhumanistes, sont des systèmes de prolétarisation intégrale. C'est-à-dire vous désappropriez de vous-même. Il y avait une image qui avait été prise par Michel Serres. J'ai bien des critiques sur Michel Serres, mais il y a des choses très intéressantes qu'il a dites. À un moment, il faisait un texte sur un des saints, je ne sais plus comment il s'appelle, ceux qui connaissent bien l'histoire biblique pourront le dire, mais qui tient sa tête dans sa main. Il a la tête coupée. Et en fait, c'est exactement comme le téléphone portable aujourd'hui, quoi, au bout de votre main. Les gens, ils tiennent comme un greffon au bout de leur main leur iPhone ou leur smartphone, et on leur a coupé la tête. Ils sont plus capables de réfléchir. Ils sont plus capables de raconter l'histoire de leur week-end ou de leurs vacances sans convoquer une image sur leur téléphone. Ah ouais, regarde, d'ailleurs, c'était comme ça. Mais ils ont même plus les mots pour le décrire. La couleur, les textures, le ressenti, la sensation, les émotions qu'ils ont vécues. Non, ils doivent vous montrer le film, la capture. Regarde, c'était vraiment sympa. Et ils deviennent comme des Américains. C'était cool ou c'était pas cool. Enfin, up, down. Pouce en l'air, pouce en bas. Et c'est ça leur niveau de subtilité, de nuance dans leur rapport au réel et dans la transmission de ce qu'ils ont à transmettre. Ben ça, c'est le transhumanisme pour moi. Donc, c'est une voie de garage anthropologique parce qu'elle fait penser que ce seraient tous ces artifices extérieurs qui feraient la valeur de votre vie. Et plus vous en avez, plus votre voiture conduit toute seule, plus vous pouvez apprendre la nuit directement par une clé USB une nouvelle langue, plus en fait vous êtes heureux. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'expérience montre que c'est pas parce que vous avez plus de systèmes techniques et plus de dépendance vis-à-vis de ces systèmes techniques que vous gagnez en bonheur. En tout cas, il est clair que vous perdez en liberté et que vous perdez aussi en capacité propre de créer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, votre page Facebook, elle est formatée. Elle a un certain format et vous devez rentrer dedans. Vous êtes juste un user de la page Facebook. Vous êtes un super user peut-être, mais qui va jouer selon l'algorithme. Vous voulez des likes, vous voulez des friends, et donc vous allez formater votre savoir d'une certaine façon. Donc c'est en ça que je veux dire que c'est une désappropriation. Donc je sais pas si je suis clair. Le transhumanisme, je pourrais pas le résumer en une phrase. Je pourrais juste dire que c'est le bout évolutif de l'industrialisation du rapport au monde et au réel. C'est-à-dire que toutes vos interactions avec les autres, la façon d'éduquer, la façon de faire de la médecine, va procéder d'un système industriel artefactuel. C'est-à-dire qu'on va créer des outils et des techniques pour qu'à la fin, vous soyez enfin, un surhomme. Et c'est le bout du transhumanisme, c'est de croire qu'on deviendrait un surhomme. Mais à ce titre, le surhomme, celui qui a vraiment dépassé toute la contingence du réel, tout le fait que bah oui, hein, c'est la bise, c'est chiant, il faut se lever, il faut aller aux toilettes, faire à manger, il faut dormir. Ce rêve-là, on n'aurait plus besoin de dormir, on n'aurait plus besoin d'aller aux toilettes, on n'aurait plus besoin de manger, on n'aurait plus besoin de faire toutes ces choses qui servent à rien, parce que la seule chose qui sert à quelque chose, c'est jouir sans entrave. Et donc c'est une philosophie de jouisseurs, de gens, mais de jouisseurs qui sont pas des hédonistes, on n'est pas ou des épicuriens, on n'est pas du tout dans les philosophies classiques grecques, hein. On est vraiment dans une idée de manger, exploiter toute l'énergie des autres. J'en reviens à cette idée du pervers narcissique. C'est-à-dire que pour les transhumanistes, le surhomme, c'est le pervers narcissique le plus important, celui qui ne fait que regarder lui-même et son nombril en permanence, tout en mangeant l'énergie des autres et en espérant les asservir à lui-même pour leur prendre leur énergie parce qu'il pense que c'est ça le lien, que c'est ça qui rend heureux. Mais c'est une méprise. C'est qu'à la fin, c'est un humain qui est absolument seul, perdu dans la galaxie, comme je vous l'ai dit, et qui n'en peut plus d'essayer d'avoir une combinaison spatiale qui le tiendrait en vie pour l'éternité. Donc, pour moi, c'est un idéal qui est mu par la peur de la mort, et il est promu par les gens de la Silicon Valley. Il y a un livre très important qui s'appelle « La silicolonisation du monde » d'Éric Sadin, que je vous recommande,
qui explique en gros ce qui se passe et l'idéologie sous-jacente de la Silicon Valley. On vous fait croire que c'est des gars dans leur garage qui ont une idée géniale, mais non, c'est que des fils à papa de milliardaires qui ont eu aucune idée mais qui l'ont volé aux autres et pour en faire le maximum de pognon, et qui sont tous sans plus aucun problème de contingence matérielle, parce qu'ils ont tellement d'argent qu'en fait, bah oui, avoir une piscine, une Porsche, des domestiques, ça c'est pas un problème, quoi. Donc le seul problème qui reste, c'est la mort. Et comment faire avec la mort? Il faut les télécharger sur une clé USB, il faudrait se cryogéniser dans un caisson étanche quelque part. C'est toutes les conneries de Jeff Bezos et tout ça. On pourrait partir sur une autre planète. Mais c'est des illusions, quoi. La mort, elle sera toujours là. Et ouais, donc pour moi, c'est vraiment une voie de garage. Et vous m'avez demandé pourquoi je pense elle a conquis le champ culturel de manière très large. C'est qu'aujourd'hui, justement, ne serait-ce que Édouard Leclerc, Auchan, passent leur temps à dire on va augmenter votre pouvoir d'achat. En fait, vous n'avez plus aucun pouvoir, vous êtes rincé, vous n'avez plus un rond. Tout le monde est en train d'être à moitié mis à la porte de son boulot. La crise économique est de plus en plus majeure. L'accès à la moindre ressource devient délirant en termes de pouvoir d'achat. Acheter une baraque, en gros, ça vous prend 45 années de vie et de travail pour juste avoir le droit de vous loger, quoi, quand même un besoin fondamental. Et c'est pareil pour tout le reste, en fait. Vous pouvez acheter à vil prix des trucs fabriqués dans un modèle industriel, agro-industriel, bourré de pesticides, de phtalates, d'engrais qui vont vous rendre malade, infertile, et vous poser des questions sur vous-même. Et voilà. Donc ça, vous avez le droit à vil prix. Par contre, accéder vraiment à manger, ça c'est non, vous n'avez plus aucun pouvoir là-dessus. Vous avez le pouvoir d'être un bon consommateur dans le système. C'est pareil, votre téléphone portable fait semblant, vous avez peut-être vu ces publicités-là, qui montraient que vous étiez un super-héros avec votre téléphone portable et que vous aviez plein de super-pouvoirs. Et c'est vrai en partie, hein, votre téléphone il vous donne plein de super-pouvoirs. Vous pouvez savoir ce qui se passe à Singapour, vous pouvez voir si un resto est ouvert, si vous avez encore le droit d'y aller, vous avez à quelle heure est telle expo, vous pouvez donner rendez-vous à vos amis et tout ça. Mais en fait, c'est des super-pouvoirs que vous aviez déjà, ça. C'est juste que c'était plus lent, ça prenait un peu plus d'effort. Donc c'est juste du confort. On vous a enlevé ces super pouvoirs, vos pouvoirs propres, pour vous redonner des pseudo super pouvoirs si vous passez par le système technique. Donc si vous êtes l'esclave à l'infini de Waze, de Google, de Amazon, de Facebook, de Microsoft. Et donc en fait le transhumanisme, ça fait semblant d'être une idéologie de la libération. Vous seriez enfin libéré de la contingence, du réel. Mais si vous devenez esclave de ceux qui maîtrisent le système technique. Et donc, c'est un pacte avec le diable. Et on en revient à l'histoire du pacte avec le diable. J'ai déjà raconté plusieurs fois, mais elle est dans toutes les histoires vernaculaires de nos traditions. Je pense qu'il faut continuer à la transmettre parce qu'elle est intéressante. Et, dans tous les villages de France, il y a un pont du diable, pas loin, quoi. Et il y a une histoire qui traîne. Et si vous reprenez les vieux contes, en fait, on la raconte. Et l'histoire, c'est toujours la même. C'est que le village est séparé en deux. Il y a une rivière. Chaque année, la rivière grossit et en fait, enlève le pont ou le bac. Et qu'ils essayent de construire le pont chaque année et que ça marche pas. Que le village est reséparé à chaque fois. Et donc, les gens sont réunis sur la place du village en disant, bon, on serait bien de faire un pont quand même. Et apparaît dans une petite spirale de paillettes noirâtres et rouges et de fumée, un type en redingote noire avec un chapeau de forme. Voilà, c'est ambiance 19e, hein, mais ça, si c'est plus ancien, vous lui mettrez un autre habit, une cape rouge et noire, et des cornes et un trident. Mais donc là, vous voyez une sorte d'industriel véreux qui arrive en disant ah, mais moi je vais vous construire le pont, il n'y a pas de problème. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut donner? Ah rien, presque rien. Presque rien, c'est un petit quelque chose. C'est quoi un petit quelque chose? 3 fois rien, votre âme. Ah bon? C'est quoi l'âme? L'âme du premier qui passera sur le pont. Je sais pas ce que c'est. Ok, je signe là. Et le maire du village signe avec son sang. Alors bon, ok, on aura un super pont, les gars. J'ai trouvé un bon entrepreneur. Il va nous le faire en plus pour rien, quoi. Notre âme. Et, sauf que tout le village dit mais attends, l'âme, ça va pas ou quoi? Faut pas donner l'âme de qui que ce soit pour cette histoire de pont. Le pont se construit tranquillement en 3 jours, grâce aux artifices du diable qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Hein. Vous avez remarqué que le diable, quand il vous donne quelque chose, il fait semblant que c'est facile. Et il attend sur le pont tranquillement, avec sa canne, sa redingote, en disant, bon, alors qui passe en premier, quoi, je l'emmène avec moi. J'emmène son âme, quoi. Et le village, en général, arrive à se jouer du diable en laissant passer un animal. Un bouc émissaire, une victime. Pauvre animal, quoi. Aujourd'hui, avec le droit des animaux, je pense qu'on pourrait critiquer cette fable, mais bon, c'était comme ça à l'époque.
et il prend l'âme de l'animal et donc il dit caramba, encore raté, et il part voilà, pareil dans des éclairs en disant je me vengerai, je reviendrai, et il revient toujours d'ailleurs. Et le village fait soi en disant on a bien eu le diable, on s'est joué de lui, et on a encore le pont en plus. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est de dire la technique, peut-être qu'on peut la garder. Par contre, il faut comprendre ce qu'il y a derrière et le diable qui est derrière, tous ceux qui portent l'idéologie transhumaniste, et eux se jouer d'eux et les faire disparaître dans leur nuée jusqu'à ce qu'ils reviennent encore une fois. Alors, vous parlez aussi d'ailleurs dans un autre chapitre du déferlement totalitaire et des libertés. Un chapitre d'ailleurs que vous introduisez par une citation de la philosophe Hannah Arendt qui a beaucoup travaillé sur le phénomène totalitaire. Alors, dans les premières lignes de ce chapitre, vous faites aussi référence au mythe de la caverne de Platon. Et vous expliquez qu'il est extrêmement exigeant de regarder en face le diagnostic de réalité et qu'il est finalement beaucoup plus confortable pour certains de continuer à se voiler la face. Donc vous évoquez une sorte d'aveuglement volontaire, de déni, de difficulté à prendre du recul sur le processus dans lequel nous sommes pris. Alors, en quoi pour vous en quoi sommes-nous actuellement pris en fait dans un processus totalitaire selon vous? Et quels sont les éléments qui permettent d'expliquer cette forme d'aveuglement, de déni que vous évoquez? C'est une question très vaste qui nécessite plusieurs chapitres, plusieurs heures de discussion, de contradictions raisonnables. Je pense qu'on est effectivement dans un déferlement totalitaire, qu'il y a mais que c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui a trait au Covid. Le Covid en est le point d'orgue en fait, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, la fin du morceau, au moment où il y a tous les flonflons quoi. Et donc c'est à ce moment-là qu'on en prend conscience, mais c'était déjà présent. Par totalitarisme, j'entends, et vous avez raison, il y a de nombreux penseurs qui se sont intéressés à parler du totalitarisme. Hannah Arendt, je pense, vaut le coup d'être relue. Elle le dira bien mieux que moi, et avec de beaucoup plus jolis mots et avec une finesse conceptuelle qui est sans commune mesure avec ce qui peut exister dans la pensée contemporaine, parce que on a perdu une certaine capacité de conceptualisation. Dans les philosophes contemporains qui peuvent en parler, il y a Giorgio Agamben qui a beaucoup travaillé à partir de Walter Benjamin, etc. Enfin, de gens qui ont déjà écrit sur tout ça. Et puis il y a Michel Foucault aussi, qui est très connu, qui fait partie des auteurs les plus cités au monde en sciences et en sciences sociales. Et donc c'est un peu une vache sacrée en France. On peut pas toucher à Foucault parce que c'était un article dans le Monde Diplo, je crois, qui s'appelait Foucault, la vache sacrée, et qui traite de ces questions-là. Et Foucault, il traite de quelque chose d'intéressant qu'il appelle le biopouvoir, c'est-à-dire le moment où la question sanitaire, la question de dans quel état de santé vous êtes, va se retrouver mélangée avec la question de l'appartenance sociale. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit d'aller à tel ou tel endroit? Ça peut être complètement aberrant, comme est-ce que j'ai les yeux bleus ou est-ce que j'ai les yeux bruns? Est-ce que, comme dans le nazisme, vous êtes arien, vous êtes un sous-fifre? Ça peut être plus pernicieux en étant, est-ce que j'ai reçu telle ou telle injection ou est-ce que je ne l'ai pas reçue? Mais on est sur la même idée. C'est-à-dire que vous avez des points d'entrée dans le fait de participer à la vie sociale qui sont en fait reliés à des critères de santé. Et que cette pente-là, si vous commencez à l'emprunter pour Foucault, vous avez du mal à en sortir. Parce que à partir du moment où vous avez mis le doigt dedans, c'est un engrenage qui va vous emporter très très loin. Parce qu'au début, c'est telle ou telle injection, mais c'est ensuite, est-ce que vous avez eu le rappel? Puis est-ce que vous avez eu le booster? Est-ce que vous êtes la 4e, la 5e dose? Et puis, est-ce que vous êtes comme ci ou comme ça? Ça ne s'arrête pas. Et ça a trait à une sorte de chantage qui en fait était déjà très souvent discuté en santé. C'est pas quelque chose de nouveau non plus. Ça a été discuté bien sûr au moment du nazisme, mais ça a été discuté sur des choses qui pourraient paraître plus anodines. C'est est-ce que vous pouvez prétendre à une greffe hépatique si vous êtes alcoolique? Est-ce que vous pouvez prétendre à une vie sociale si vous êtes séropositif au VIH? La question a été tranchée, et largement. Bien sûr que oui. Et on a refusé de stigmatiser ou de discriminer au motif d'avoir une sérologie positive VIH. La sérologie positive VIH, elle n'est absolument pas quelque chose de public. C'est pas une donnée qui est accessible par n'importe qui. Dans les dossiers médicaux, quand elle est rendue par le laboratoire, elle est rendue sous pli fermé. Elle n'est pas rendue comme un examen de laboratoire quelconque, comme votre sodium, votre potassium.
ou même la réponse à est-ce que vous avez telle ou telle bactérie. Tout ça, c'est dans le data hub standard d'un hôpital. Le VIH, c'est particulier. Vous ne verrez pas rendu le VIH dans le logiciel informatique qui aura marqué ce résultat a été communiqué par pli fermé aux intéressés. Quelqu'un qui est séropositif au VIH n'est pas tenu de le dire à son conjoint. On ne peut pas lui reprocher. C'est étonnant parce que pour autant, dans le contexte des maladies génétiques, par exemple la maladie de Huntington ou d'autres, on a cette complexité éthique que là, pour le coup, la famille peut reprocher à la personne de ne pas avoir fait état du diagnostic. Parce que eux-mêmes seraient à risque potentiellement de le développer et pourraient peut-être bénéficier d'une consultation génétique. Donc vous voyez qu'on marche sur des œufs. On est sur des questions extrêmement difficiles et qui doivent être arbitrées de manière très subtile et très fine. Et qui en plus ne doivent pas discriminer tel ou tel groupe social. Actuellement, la question du Covid nous a fait arriver à une sorte de panopticon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Panopticon, ça veut dire pan tout en grec, et opticon, c'est la vue, voir. Ça renvoie à un modèle d'architecture fait par John Stuart Mill, ou Jeremy Bentham, peut-être que je vérifie. Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, voilà. C'est les penseurs du utilitarisme, mais c'est Jeremy Bentham, qui décrit un lieu où finalement tout serait visible par tout le monde en permanence. Parce que les murs seraient en verre, parce que les escaliers seraient de telle façon que de toute manière, vous arriverez toujours à voir dans l'escalier si c'est visible. Qu'en fait, il n'y a aucun endroit où vous pouvez être au secret. On est dans une sorte de dictature de la transparence. Cette dictature de la transparence, elle a été reprise par un auteur qui s'appelle Alain Damasio, ou dans un de ses livres qui s'appelle La zone du dehors, qui est très intéressant à lire parce que il raconte l'histoire d'une révolte contre un système totalitaire. Et dans ce système totalitaire, il y a des grandes tours dans la ville où tous les citoyens peuvent regarder en permanence. Il y a des super longues vues électroniques qui permettent de voir moi-même à l'intérieur des appartements ce que font les gens, etc. Et en fait, les tours sont accessibles en libre accès à n'importe qui et les gens ont des récompenses. Si jamais ils voient des choses et qu'ils le signalent à la police ou qu'ils le signalent aux impôts ou qu'ils le signalent à qui dans la dénonciation. Et puis même on leur achète, c'est-à-dire si certaines choses sont vues, ça peut être monétarisé auprès de chaînes de télé. Parce que tiens, ce serait quand même intéressant de pouvoir montrer ça, ce petit espace qui n'est pas secret finalement. Donc il y a plein de gens qui passent leur temps à regarder, à scruter ce que font les autres dans ces panopticons. Et vous savez ce que c'est le panopticon dans cette architecture chez Jeremy Bentham? C'est la meilleure des prisons. Il le conçoit comme une architecture carcérale. Donc, la dictature totalitaire au sens où elle prend tous les espaces de votre vie, est une prison dans laquelle il ne faut pas rentrer. Totalitaire, j'entends par là l'ensemble des espaces de notre vie. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'a dit Jean Castex encore? Il vous a donné des conseils sur où devait se trouver mamie? Michel Delfrécy aussi, ou Jean-François Delfrécy, pardon, vous a expliqué comment devaient se passer les fêtes. Mais ça, c'est à vous, ça, c'est chez vous, ça. La bûche, la dinde, c'est pas de raison qu'un personnage de l'État vous dise ce que vous devez en faire. Tout le travail du libéralisme qui a été fait en Angleterre et aux États-Unis a été de prémunir l'individu contre l'arbitraire de roi, contre l'arbitraire de l'État. Et la Magna Carta et l'Habeas Corpus ont été faits exactement pour ça. Il y a des textes fondateurs qui disent « Vous n'avez pas le droit d'être mis en tôle sans motif et sans durée et sans avoir droit à une défense et sans qu'on vous dise pourquoi on vous met en tôle. » Ce qui fait, comme dans les films, vous savez pourquoi les policiers ils disent « Vos droits sont ci, ça, je vous arrête pour tel et tel motif, etc. Vous avez le droit de garder le silence ou de répondre. » Ils sont obligés de le dire parce que ça fait partie de prémunir l'individu de l'arbitraire de l'État. Or là, aujourd'hui, vous n'êtes prémunis contre rien du tout, puisque peut-être il est question de vous mettre dans des camps de confinement si vous n'étiez pas exactement comme il faut en termes de tests ou en termes de contagiosité. Et ça, c'est de l'arbitraire pur, quoi. Sur un critère qui est celui-là, mais qui deviendra peut-être autre chose à un moment. Et donc, on est en plein dans un investissement totalitaire. Alors, ça recoupe de nombreux champs, hein. Il y a la question de la langue, du langage, on va dire. Le langage totalitaire est très particulier. Il invente petit à petit des concepts islamo-gauchistes, rassuristes, complotistes. Il y a plein de termes comme ça qui sont proprement incompréhensibles pour le grand public, et pour qui que ce soit, puisque de toute manière, ils ne
ils ne correspondent à rien. Ils créent des catégories qui n'existaient pas jusqu'ici pour que justement dans votre tête, vous empruntiez ces catégories-là. En fait, le langage totalitaire essaie toujours de vous cliver. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes dans un camp? Est-ce que vous êtes dans un autre? Voilà. Et ça, tout ça, c'est le totalitarisme. Donc, je pense qu'on est effectivement dans un déferlement totalitaire dont les médias sont le clergé. Aujourd'hui, les médias sont en charge de vous dire ce que vous devez penser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça, c'est quoi la troisième proposition des fact-checkers? C'est induit en erreur ou un truc comme ça? C'est vrai, c'est faux? Ou alors ça vous induit en erreur ou tendancieux. C'est la seule façon dont vous pouvez comprendre le monde. Feu rouge, feu vert, feu orange. Mais c'est pas comme ça le monde. C'est pas un feu rouge, un feu vert et un feu orange. C'est plus compliqué que ça, quoi. Donc les médias aujourd'hui sont en charge de dire la vérité officielle et sont en charge de tenser ce qui serait pas en accord avec cette vérité officielle et de les catégoriser dans une case simpliste qui serait à peu près toujours la même. Hein, le logiciel est récurrent quand même. Vous seriez un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence, anti-vax, anti-tout, etc. Okay. Merci. Donc voilà. Ma vision un peu du déferlement totalitaire qui a cours aujourd'hui. Il y a plein d'autres arguments pour le dire. Hein. Que ce soit dans la vie sociale, dans la vie économique. Mais d'une part, la première chose que je peux dire, c'est pas nouveau. Le Covid, c'est le point d'orgue et ça ne va pas s'arrêter si nous n'y mettons pas un frein. C'est-à-dire que le totalitarisme, il s'arrête pas spontanément. Il s'arrête dans une orgie de violence, quoi. Avec des pogroms, avec des destructions importantes d'une victime émissaire. Donc on doit y prêter garde, y prendre garde, et on ne doit pas s'interdire de penser la comparaison avec des périodes historiques déjà vécues. Dans le livre, en fait, vous expliquez que nous sommes revenus à la loi du plus fort et que le totalitarisme cherche à tout tenir par la contrainte, la propagande et la force. Vous parlez des travaux de l'anthropologue et philosophe René Girard, notamment dans son ouvrage La violence et le sacré, et vous évoquez le risque de voir émerger une forme de violence mimétique en réaction à la violence du système. On a vu d'ailleurs récemment aux Pays-Bas, pendant une manifestation, la police a ouvert le feu sur la foule. La situation aussi en Guadeloupe, le gouvernement français a décidé d'envoyer des membres du RAID et du GIGN sur place, hein, donc des unités d'élite qui interviennent d'habitude dans des situations extrêmes comme les prises d'otages ou les opérations de lutte contre le terrorisme, de lutte contre le crime organisé ou le grand banditisme. Est-ce que pour vous, on est proche finalement de ce point de rupture ? Est-ce que la perspective d'un basculement dans une forme de violence en miroir est plausible? Et est-ce que vous craignez peut-être la mise en place d'un engrenage, puisque si cette violence mimétique survenait, elle pourrait légitimer une réponse également violente de la part de l'État à l'encontre de ceux qui y prendraient pas? C'est un sujet important et où ma position est extrêmement discutable. Et discuter parce que vous savez, moi je suis dans une logique gandhienne de non-violence. La non-violence, ça veut pas dire que la violence n'existe pas, ça veut dire qu'on fait un choix volontaire de ne pas y donner suite, de ne pas l'entretenir, et qu'on fait le choix volontaire d'essayer de la désamorcer, mais par contre en acceptant l'idée du rapport de force. C'est-à-dire il y a une grande différence entre la guerre et le combat. La guerre, c'est l'éradication de l'ennemi. Le combat, c'est l'acceptation de la rencontre, du rapport de force et de la transformation mutuelle au cours du combat. Quand vous faites un combat dans un art martial quelconque, vous n'en voulez pas à l'adversaire, vous n'êtes pas là pour l'éradiquer. Vous êtes là pour le faire tomber, l'immobiliser, et qui tape par terre. Ok, c'est bon, t'as gagné. On recommence et on recommence toujours. Parce que justement, le but, c'est d'aller trouver les failles l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'on soit capable de générer de la paix et de ne pas avoir besoin de chercher les failles. Donc ça, c'est la voie de la non-violence. Mais effectivement, elle est difficile à tenir. Elle est difficile à tenir parce que c'est une posture qui est extrêmement exigeante, qui nécessite et qui est sans cesse remise sur le tapis. À chaque nouvelle annonce gouvernementale, on va réaiguillonner votre colère mimétique, on va réaiguillonner votre peur face à la gravité et la violence des annonces. Alors, est-ce que on est au bord du point de rupture? Je reviendrai juste sur un petit mot, c'est René Girard, pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est vraiment une lecture essentielle, et l'idée de désir mimétique, de ce désir mimétique qui est que je désire ce qu'a mon frère humain, ma sœur humaine. Globalement, il a une jolie femme, je vais vouloir sa femme. Il a une jolie maison, je vais vouloir sa maison. C'est mon frère, il a un jouet, je vais vouloir son jouet.
Et c'est quelque chose, pour René Girard, qui est profond, qui est enchâssé, en fait, au cœur de l'humanité, ce qu'il appelle le désir mimétique, qui nous permet aussi d'être en lien. C'est-à-dire, c'est pas forcément négatif. C'est aussi parce que tu es en face de moi et que j'ai envie de te ressembler que je vais me mettre en lien et que je vais pouvoir comprendre ce que tu me dis et te regarder. C'est tout le problème des neurones miroirs, c'est-à-dire dans les neurosciences modernes, et de la création du lien, et qui fait qu'on est des êtres de lien, des êtres sociaux, des êtres d'amour aussi, quoi, avec toutes les complexités de l'amour, qui peut aller de la fusion à l'amour-passion, à l'amour destructeur, ou à l'acceptation de la relation, quoi, et de co-grandir ensemble, quoi, de se transformer l'un l'autre. Donc, l'amour comme un combat, comme ce que je vous ai dit un peu du combat de tout à l'heure. Bon, ce serait ça un peu le destin de l'humain. Et ce désir mimétique engendre de la violence mimétique. J'adore ton jouet, je voudrais. Non, je veux pas. Hop, je prends ton jouet. Bourre-pif et je prends ton jouet. Là, c'est la violence mimétique. L'autre en face qui vient de se prendre un bourre-pif, vous imaginez qu'il risque de lui aussi redonner un bourre-pif, voire à la fin d'écraser le jouet, de le détruire. Cet écrasement du jouet, on va appeler ça le sacrifice de la victime émissaire. C'est-à-dire, la peluche, elle a rien demandé à personne, quoi. Elle est absolument ingénue et innocente dans cette histoire. Par contre, on va finir par la déchirer. C'est les parents qui vont le faire, même. Ça m'est arrivé pour régler des conflits entre mes enfants, de balancer le jouet, quoi, de foutre à la poubelle et de dire bon ben voilà, maintenant c'est terminé, quoi. Et effectivement, ça résout le problème. Il n'y a plus de problème, quoi. Il y a réconciliation. Donc ça, c'est ce que René Girard appellerait, dans des mots moins triviaux, le sacrifice de la victime émissaire, du bouc émissaire. Et il montre que c'est une constante de l'histoire de l'humanité dans toutes les civilisations, de passer son temps à sacrifier un innocent. En général, une jeune vierge belle et innocente de 17 ans qui va être immolée en haut du temple, quoi. Merci. Mais lui, il dit pas que, il dit c'est pas bien animal, c'est une façon de créer du sacré, de créer. Voilà, c'est comme ça qu'on crée le sacré. Donc effectivement, face à un déferlement de violence d'État tel qu'il accourt aujourd'hui, le risque c'est qu'il y ait un déferlement de violence en regard. Parce que c'est toujours ça qui se passe face au totalitarisme. Et qu'on arrive à une spirale de violence qui conduise à la guerre. Et la guerre n'est rien moins que la spirale de violence entretenue jusqu'au bout, jusqu'à son point d'orgue, son paroxysme, qui est la violence physique de la destruction de l'autre. Et le choix de la guerre, comme je vous l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté d'éradication de l'ennemi, d'éradication de l'autre. Donc, je pense qu'effectivement, on en est là et qu'on y est déjà. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'attendre qu'on tire sur la foule. Enfin, on l'a déjà fait. On a tiré au LBD il y a 2 ans et demi, enfin maintenant un peu plus, il y a 3 ans ou 4 ans, avec les Gilets jaunes. On a tiré au LBD sur des gens qui étaient pacifiques, qui venaient juste dire on a un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de démocratie, on voudrait le référendum d'initiative citoyenne, et ça dépasse les clivages. Donc on n'est ni de gauche ni de droite ni ce que vous voulez, on est tous ensemble avec juste un gilet jaune. Et donc on est des citoyens. Ça c'était insupportable au pouvoir, parce que c'était extrêmement subversif. Et donc il a fallu créer de la violence. Et ça a commencé par leur tirer dessus au LBD, les éborgner, tuer certains, Zina Redouane à Marseille, etc. Avec un niveau de violence policière proprement jamais atteint et qui a été témoigné dans de très nombreuses vidéos et témoignages vidéo, qui a été nié par les gens ronflants, les Luc Ferry, etc. sur les plateaux télé. Vous vous souvenez tous, hein, on se souvient tous en fait de comment la caste des ultra-riches au pouvoir s'est dévoilée en fait dans ses peurs, et elle a tapé extrêmement fort sur les gens. Donc c'était déjà là. C'est déjà là dans la violence économique qui accourt. Et dans l'injustice économique, ou pénale ou judiciaire. Vous pouvez voler des milliards, avoir été président de la République et être inclus dans des réseaux mafieux pas possibles. Je n'aurai pas de nom, bien sûr, parce que là, on fait état de diffamation. Je ne fais état que de condamnations qui ont déjà eu lieu. Et à la fin, être condamné à rien, quoi, globalement. Vous n'avez pas de problème. Et même pas remboursé énormément, quoi. Alors que vous volez une pomme, et vous trouvez là, ça va mal se passer pour vous, quoi. Vous grugez un peu la sécu, là, on va vous taper dessus hyper fort. Vous roulez sans permis, à Marseille, il y a plein de gens qui roulent sans permis. Là, ça va vraiment mal se passer pour vous. Donc, on en est déjà là en termes de violence d'État, et donc, c'est qu'une question de temps avant la réponse violente en face. Elle peut être muselée temporairement au moment des Gilets jaunes, mais elle va arriver. Et elle est arrivée en
Guadeloupe parce que les gens sont pris dans leur survie immédiate et qu'ils ont déjà une culture du totalitarisme liée à l'histoire de l'esclavage et des colonies qui ressemble beaucoup à notre histoire aujourd'hui. C'est-à-dire que on cherche rien que moins à faire que de faire de vous du bétail aujourd'hui en optimisant la rentabilité. Vous savez que les colons ont été les premiers à optimiser le matériel humain, le bétail humain, le cheptel. Et dans un idéal sanitariste, il fallait soigner juste ce qu'il faut, soigner les dents juste ce qu'il faut, mais pas trop quand même, les laisser malades, soit quand même un peu affaiblis, mais pas trop, sinon c'était des boulets qu'il fallait nourrir et qui servaient à rien dans les plantations. Il fallait gérer le cheptel et leur reproduction. Et donc, voilà, et si on reprend l'histoire de la colonisation, c'est dur, quoi. Enfin, de la colonisation, de l'esclavage, pardon, un peu de la colonisation, de l'esclavage, c'est encore une autre histoire que celle de la colonisation, mais celle de l'esclavage dans les Caraïbes. Ça fait froid dans le dos et cet héritage-là, il n'est pas complètement oublié pour le coup. Et donc la Guadeloupe a de tenir pour essayer de se défendre. Et donc c'est quelque chose à la fois d'exemplaire, c'est-à-dire on se dit waouh, on peut faire bouger les choses par les mouvements populaires. Et je pense qu'il y a une troisième voie qui c'est de la non-violence, c'est d'admettre que l'idée c'est pas juste là tout de suite sur une histoire de passe, c'est plus profond que ça a trait à notre rapport à la technique, que ça a trait à notre rapport à l'État, que ça a trait à notre système démocratique, que ça a trait énormément à notre rapport au système financier et à la création monétaire. Et que plutôt que de vouloir tout de suite tout casser pour obtenir une victoire sur quelque chose, et si on travaillait le rapport de force sur tous ces champs-là qui sont sous-jacents au totalitarisme actuel. Aller mettre de l'énergie contre, c'est extrêmement dur. Alors qu'aller créer une alternative désirable qui va devenir l'institution, c'est-à-dire substituer à l'institution qui s'effondre ce qu'on avait appelé alternative jusqu'ici, bah ça c'est un chemin qui est très joyeux et qui met en lien avec les autres. C'est un chemin complexe, encore une fois, c'est-à-dire c'est le fait de tisser, c'est toute la complexité, c'est ça l'idée de la complexité, c'est d'entretisser les choses les unes avec les autres. Ça prend du temps, il faut de la patience, il faut travailler personnellement sur ses émotions et mettre son énergie au bon endroit. C'est vrai que si vous allez titiller quelqu'un, il va tout de suite vouloir envoyer un énorme bourre-pif à l'autre. Mais soyons plus intelligents que ça, en fait. Laissons titiller gentiment et trouvons par contre les bonnes failles. Aujourd'hui, je pense qu'une manifestation numérique bien conduite, intelligente, de hacking systématique de certaines institutions, aura plus de poids en termes de transformation que d'aller descendre dans la rue à 5000. Pourtant, à 5000, vous êtes capable de hacker énormément de choses. Par contre, dans la rue, face à la préfecture, tout le monde s'en fout, quoi. Vous avez évoqué finalement cette notion de complexité à plusieurs reprises. Vous en parlez dans le livre en citant le sociologue Edgar Morin. Vous soulignez qu'il est vraiment important d'arrêter d'opposer pro et anti, d'arrêter de concevoir le monde comme binaire, noir ou blanc. Alors la crise sanitaire, elle a cristallisé en quelque sorte cette logique manichéenne et ces oppositions assez simplistes et parfois même factices entre pro-ceci et anti-cela. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de pensée complexe développée par Edgar Morin et nous expliquer en quoi elle peut être un outil intéressant pour embrasser justement la complexité du monde, dépasser les clivages et amener vers une résolution positive des conflits? Je pense que c'est un des points très importants de la sortie de crise et de la sortie du langage totalitaire. Le langage totalitaire, on l'a dit, c'est un langage simpliste qui oppose les pros, les anti, les pour, les contre, les gentils, les méchants. En fait, l'idée de la complexité, complexus, c'est souvent comme ça que c'est expliqué aux gens, c'est l'idée de ce qui est tissé ensemble. Et c'est quelque chose qui a été développé par Henri Laborie et Edgar Morin. Je crois que le livre d'Edgar Morin s'appelle Introduction à la pensée complexe, qui justement explicite un petit peu cette idée que, et si on arrêtait de regarder les choses de manière binaire et simpliste, quoi. Si on revenait au réel, parce que le réel, lui, il est toujours entretissé, nuancé, subtil, et même à l'intérieur de nous. Est-ce que vraiment je pense ça? Est-ce que je suis si convaincu que ça? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un drapeau sur les épaules qui me définit? Je suis pour, je suis contre, je suis Charlie, je suis Black Lives Matter, je suis je sais pas quoi. Et si c'était plus subtil que ça? Si c'était plus complexe? Ça veut pas dire que certaines causes sont pas intéressantes, je dis pas ça. La pensée complexe, c'est d'accepter l'idée qu'on sort de la bipolarité, de la binarité, pour aller vers de la bipolarité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Binaire, ça voudrait dire il y aurait le noir et le blanc. Il y aurait le pour et le contre. Il y aurait le gentil, le méchant.
bipolaire, c'est comme dans un aimant. Un aimant, vous savez, il a un champ magnétique autour de lui. Bon, on l'a tous un peu modélisé quand on était en classe, hein, en secondaire. Et il a une polarité nord et une polarité sud. Mais elles sont imbriquées. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est tout un continuum de polarité nord et sud. Et puis, à un moment, si vous êtes tout près du sud, paf, vous êtes accroché. Mais après, vous allez être repoussé, puis ça va retendre, poum, vous accrochez. En fait, pour moi, c'est ça la pensée complexe. C'est la différence entre un système compliqué et un système complexe. Un système compliqué, c'est un système où vous connaissez toutes les variables. Vous êtes capable de prédire absolument tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes techniques et d'une certaine vision de la science scientiste qui procède de cette idée que le monde serait compliqué, mais pas complexe, qu'on serait capable de décrire et parcourir l'ensemble des variables. Et donc de faire des modèles prédictifs climatiques qui vous donnent la météo à 15 jours de manière très fiable. De faire des modèles prédictifs pour poser une fusée sur la Lune qui serait très fiable, d'être capable de le faire. Et ce même scientisme se dit, c'est la même chose pour le vivant. Je vais essayer de prédire une épidémie. Et ce sera ça qui sera juste. Et en fait, à chaque fois que les modèles compliqués ont essayé de prédire une épidémie, ils se sont trompés. Et ça a toujours été faux. Et si vous prenez le moindre mathématicien, en fait, il retoque, il dit, mais c'est n'importe quoi. Et il crée des modèles autosuffisants. Ça veut dire en disant, dans ce modèle compliqué, tant que je reste dedans, ça marche. Ça marche bien. Et donc, si je m'enferme, que je regarde pas le réel, ça marche. Et donc, je vais arrêter de regarder le réel, je vais le repousser, ou alors je vais essayer de le mettre dedans et de le forcer à rentrer dedans. Et donc, on fait rentrer le réel au chausse-pied, comme dans une chaussure de 32, ou alors que vous feriez du 43, vous essayez de faire rentrer la réalité dans ce truc-là. Mais ça rentre pas. Ou alors, ça contraint. À la fin, vous allez perdre un doigt de pied, quoi. Vous allez faire une nécrose du gros orteil. Là, c'est exactement pareil avec ce que fait le scientisme des zététiciens, des fact-checkers, des no-fake-med, des fact-checkers de l'IB, etc., qui sont souvent même pas des scientifiques. Vous prenez un journaliste qui s'appelle W, on donnera pas de nom, comme ça chacun fera ce qu'il veut pour le retrouver. Il est spécialiste en jeux vidéo et de Mario Bros. Il a écrit sur Mario Bros. Et c'est lui qui relie les études scientifiques et les trucs scientifiques qu'on fait nous, avec des gens qui sont universitaires, qui sont directeurs de recherche au CNRS, à l'INSERM, qui sont médecins, chefs de service, PUPH, praticiens hospitaliers, etc. Et lui, il a fait des jeux vidéo et il pense qu'il va nous dire si c'est vrai, faux ou tendancieux. C'est une blague. Mais c'est ça qui se passe. Et vous avez beaucoup de gens, comme le monde est complexe et qui s'en aperçoivent, se disent je comprends rien. Donc je serais rassuré d'aller dans un modèle compliqué où quelqu'un me dit ce que je dois penser. Et donc je vais accepter du prêt à penser directement parce que au fond ça m'évite de réfléchir. Parce que sinon je serais peut-être même capable de dire à la fin je sais pas. Et parce que c'est ça le bout de la pensée complexe. C'est-à-dire en fait je sais pas. Il faut que je cherche plus. Il faut que je trouve autre chose. Il faut que je comprenne mieux. Le bout en général d'une opinion que vous feriez, si vous étiez honnête, c'est de dire, c'est pas, ça tient pas complètement la route, quoi. Donc là, je vais peut-être me tirer une balle dans le pied, mais dans mon livre, c'est pareil. Le bout de mon livre sur toutes ces réflexions, c'est de dire, j'aimerais bien pouvoir encore en discuter, quoi. Rajouter des trucs ou peut-être modifier. Sauf que bon, c'est écrit, maintenant c'est écrit, hein. Mais la moindre de l'humilité, ça va dire, pour moi, en tout cas, de dire, probablement, c'est quand même pas encore suffisant, quoi. Et en plus, il y a plein de gens qui l'ont pensé de manière super plus aboutie, quoi. Et donc, j'ai encore besoin d'aller lire. J'ai encore besoin d'aller écouter d'autres gens, des gens qui me lisent, pour voir à quel endroit ça frotte, à quel endroit c'est pas correct. Et pour peut-être écrire un erratum ou une deuxième version, on dira, je me suis bourré. Donc, ce serait ça le bout de la pensée complexe. Alors que le bout de la pensée compliquée des transhumanistes néolibéraux inquisiteurs, je fais des beaux les uns derrière les autres, quoi, qui correspondent un peu à ma vision des choses. Donc de tous faut pas que je sois méprisant, hein, je reste dans la non-violence, mais de tous ces gens qui sont persuadés d'avoir raison, ils sont persuadés d'avoir raison, quoi. À la fin, leur pensée elle est absolument figée, monolithique. Elle procède. Et une pensée figée, monolithique, c'est un dogme. C'est une croyance. Et c'est une croyance, quoi. Et donc c'est des gens qui sont dans la croyance. La science, normalement, c'est l'art du doute, l'art du dissensus, l'art de la remise en question systématique. Et il y avait
quelque chose qui était porté par Didier Raoult, qui était très intéressant, était la conclusion systématique de dire « je ne sais pas, il faut que je continue à aller plus loin ». C'est-à-dire que de reposer toutes ces questions comme les enfants, vous savez, qui disent « pourquoi ?» Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des techniques comme ça d'intelligence collective qui s'appellent les 5 pourquoi. Vous reposez le pourquoi et à chaque fois vous dites « en fait, je sais pas, faut que je creuse, quoi. Faut que j'aille plus loin ». Donc la pensée complexe, ça peut paraître insatisfaisant comme ça, parce qu'elle ne va pas poser des vérités définitives. Par contre, elle va vous faire travailler sur le chemin. Et elle va vous faire travailler justement sur la question du tissage de vos relations au monde. C'est-à-dire qu'elle va transformer le tissu de votre relation au monde. Ah, je pensais que c'était comme ça, peut-être c'est plus compliqué. Ah, je pensais que mon voisin c'était un abruti, un mouton pro-Covid. Ah, peut-être que c'est plus compliqué. Et donc, ou l'autre va dire, ah, c'est un connard anti-vax. Ah non, c'est plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est plus complexe, encore une fois. Et à partir du moment où vous rentrez dans la complexité, vous rentrez dans une sorte de tolérance. Vous rentrez dans une sorte de bienveillance. Et ça, c'est extrêmement important aussi, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui est important? J'en reviens à une des premières phrases que j'ai dit au début de cet entretien. C'est d'avoir raison ou c'est d'être heureux? On n'a pas le choix, hein. Enfin, on a le choix, plutôt. Mais c'est l'un ou l'autre, quoi. Globalement, soit vous avez raison, soit vous êtes heureux. Et on le sait tous avec nos enfants, on le sait tous avec notre femme. Est-ce que vous voulez avoir raison absolument? Ou est-ce que vous voulez que ça se passe bien, quoi? Globalement, on a plutôt envie que ça se passe bien. Et l'espace politique, l'espace démocratique, l'espace républicain, l'espace social, c'est pas un espace de vérité définitive. C'est pas un espace où il faut avoir raison. À l'évidence, non. On est combien? 70 millions en France, peut-être 65 millions? Je sais plus exactement. Vous pensez vraiment qu'on peut chacun avoir raison contre les autres? C'est pas possible. Ce sera la guerre de chacun contre tous. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est d'essayer de juxtaposer des communautarismes. Et les médias vous disent quels sont vos champs d'appartenance. Vous devez penser comme ça, parce que vous êtes de gauche, parce que vous êtes de droite, parce que vous défendez les veuves et l'orphelin, parce que vous défendez l'économie. Et donc les uns contre les autres. Mais c'est pas vrai. Pas vrai. Il y a plein de chefs d'entreprise qui cherchent pas à faire du pognon comme des malades, qui cherchent à gagner leur vie et qui servent le bien commun. Il y a plein de gens qui cherchent à défendre la veuve et l'orphelin, qui comprennent aussi qu'il faut bâtir une viabilité économique de ce qu'ils font, parce que sinon ils sont dépendants des subsides éternels de l'État, et donc ils sont asservis. Il y a des gens qui... Enfin bref, donc ces dichotomies gauche-droite, elles ont aucun sens en fait. Voilà ce que je peux en dire sur la pensée complexe, et elle guide effectivement l'intégralité de ce qu'on fait avec Réinfo Covid, de ce que moi je fais dans mon parcours philologique, quoi, sur l'histoire de la pensée, etc. Alors vous consacrez aussi un chapitre à l'art dans ce livre, Tous résistants dans l'âme. Vous expliquez que le sujet de l'art est quasiment passé sous silence. Alors, comment est-ce que l'art et la culture peuvent nous aider justement à traverser les périodes de crise? Quel rôle peuvent-ils jouer dans nos vies et en quoi peuvent-ils éventuellement constituer un appui et une inspiration? La culture est ce qui nous tient ensemble. Elle est à la fois le précipité de notre vie collective et de notre créativité, et elle est aussi tout ce qui nous relie au passé et aussi aux intentions du futur, parce que elle est aussi le sédiment, l'héritage de tous ceux qui nous ont précédés. C'est parce qu'on a les œuvres d'art de Léonard de Vinci, du Titien, du Caravage, qu'on peut se faire une idée de comment le monde était perçu, de qu'est-ce qui pouvait passer par la tête des gens à cette époque-là, ou qu'est-ce qui pouvait passer à travers leurs tripes et leur cœur. C'est parce qu'on a les cathédrales qu'on peut se faire une idée de ce qu'était l'époque du Moyen-Âge dans cette intention des cathédrales. Donc l'œuvre d'art elle-même, elle survit au temps. Souvent, c'est un critère pour dire que c'est effectivement une œuvre d'art. C'est parce qu'elle crée une filiation entre les générations d'humains. Donc on est rentré dans une époque sans époque. Ça, c'est Heidegger qui en parle. L'époque sans époque, c'est quoi? C'est un moment où justement le système technique et le système socioculturel sont pas accordés. Il y a un désaccord, accordé au sens presque musical du terme. Il y a un désaccordage permanent. Le système technique passe son temps à changer. Et le système socioculturel, en fait, n'est pas capable de se mettre à vibrer en phase avec lui. Et donc, on n'est pas capable de s'accorder. Une époque, pour Heidegger, c'est le moment où le feu, la caverne et les humains, ça y est, ils sont en bonne intelligence, quoi.
ou la roue. Et à ce moment-là, on est dans une époque. Nous, on est dans une époque sans époque. On passe notre temps à errer, sans histoire. Et ça, c'est proprement la marque aussi des sociétés totalitaires. Les sociétés totalitaires sont des sociétés sans mémoire, sans histoire, sans référent au passé. Ils ne comptent que l'homme moderne, l'homme affranchi de ses limites, l'homme scientifique, les nombres. C'est déjà le cas dans le nazisme. Le Jugendstil et le Bauhaus nous en donnent une idée. Toutes ces sculptures que vous voyez avec des gens jeunes, chargés de pouvoir et d'énergie, le manifeste du futurisme dans le fascisme italien, qui nous dit que la forme la plus haute de l'existence humaine, c'est la guerre. Et tous ces textes-là, ils ont trait toujours, effectivement, au transhumain, au surhumain. On a rejoint le transhumanisme, hein. C'est-à-dire que l'idéal du Reich est pas très loin de l'idéal du transhumanisme. C'est pareil. C'est enfin un surhomme affranchi des contingences, affranchi des autres et pouvant vivre le plein potentiel de ce qu'il a à vivre. Sauf qu'au passage, il y a toujours cette idée, derrière ce surhomme, qui doit éradiquer le sous-homme. C'est-à-dire que celui qui n'a pas choisi ce chemin-là, bizarrement, lui, non, il ne devrait pas exister, il ne devrait même pas avoir le droit d'exister. Et donc, on va gommer la mémoire de ces autres sous-hommes. Ce qu'ils produisent n'existe pas. Aujourd'hui, ce que fait Réinfo-Covid est censuré. Le docteur Fouché, sa position est simplifiée. Vous avez le Conseil de l'Ordre qui a essayé de mettre en place une procédure d'expertise psychiatrique vis-à-vis du docteur Fouché. Ils l'ont pas fait finalement, mais donc il y a une psychiatrisation du sous-homme, de celui qui pense pas comme il faut. Et dans ceux qui pensent pas comme il faut, bien sûr, il y a les artistes, parce que les artistes, ils sont pas scientifiques. Les artistes, ils veulent pas des nombres et des chiffres pour essayer de prédire le réel. Ils veulent juste se remettre au contact du réel de manière subtile, par des canaux sensoriels qui sont plus subtils que nos 5 sens. Le toucher, la vue, les oreilles, non, ils sont dans du ressenti, dans des émotions, dans des vibrations, des choses comme ça, dans des éclairs de génie ou des choses comme ça. Donc je crois qu'on a absolument besoin d'eux, parce que ils nous donnent une lanterne pour éclairer le réel à des endroits où nous, on peut pas aller, où on n'a pas la lampe de poche pour y aller. D'autre part, l'art qu'ils développent est très proche, pour moi, de l'artisanat, et donc questionne notre référentiel technique. Pour le moment, on ne jouit que d'objets industrialisés. L'ensemble du champ d'interaction avec le monde, que ce soit pour faire de l'agriculture, que ce soit pour se téléphoner, que ce soit pour faire de la médecine, ou même de l'éducation maintenant, de l'école, devrait passer par le champ numérique, par les nombres et par la virtualisation dans des réseaux informatiques. Alors que l'artiste, lui, il essaye de revenir en fait à l'artisanat. C'est lui qui crée son outil, c'est lui qui crée son expression et il en est le maître. Donc ça doit nous apprendre beaucoup aussi sur notre rapport à la technique. Il est temps d'arrêter d'être des esclaves, d'arrêter d'être asservis par des systèmes techniques, mais d'en redevenir les maîtres. Et que ces systèmes techniques, bien loin de nous éloigner du réel, au contraire, nous en rapprochent. Voilà ma position sur les arts militants. Vous insistez beaucoup dans le livre sur l'importance pour chacun d'être responsable envers lui-même et de commencer par agir sur soi en opérant une transformation intérieure avant de vouloir transformer le monde extérieur. Vous écrivez notamment, vous ne pouvez pas vouloir la paix là-devant si vous ne l'avez pas là-dedans. Vous ne pouvez pas vouloir la beauté là-devant si vous ne l'avez pas là-dedans. Ça rappelle la célèbre maxime de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi cette action sur soi-même, le fait d'avoir le courage de regarder à l'intérieur et peut-être de triompher de ses propres démons, d'être en paix avec soi-même, est un préalable nécessaire, voire même indispensable à un changement global de nos sociétés? Vous avez raison, Gandhi l'a dit mieux que moi, et Thomas Danzbourg que vous avez cité, la phrase « pas vouloir la paix là-devant si je l'ai pas là-dedans », elle est de Thomas Danzbourg, qui est un formateur de communication non violente que j'aime beaucoup. Et elles le disent presque mieux que moi, mais il y a toujours cette tentation de penser que si je change le monde, je vais me changer moi. Et en fait, vous avez 2 mouvements possibles et qui probablement vont de pair. C'est-à-dire, je peux changer le monde et les lois et les règles du jeu législatives et espérer que ça change les humains, qu'ils deviennent plus responsables. C'est rarement le cas quand même, hein, à part par la coercition et des lois qui sont tyranniques. Ou alors, vous pouvez travailler sur l'individu
Mais là, c'est long, c'est lent, c'est galère, vous heurtez au PFH, au putain de facteur humain, et vous avez peu de chances que ça marche, quoi. La question pour moi, c'est d'arriver, mais ça commence peut-être d'abord effectivement par un mouvement personnel et intérieur. Vous avez beaucoup de gens qui vont être en réaction. Ils vont être en réaction à ce que dit le gouvernement. Ils vont vouloir balancer des briques dans l'Élysée et traiter de tous les noms nos responsables. Sauf que déjà, c'est nos responsables. On les a laissés arriver jusque-là, quelque part. Alors oui, bon, ils ont triché pour y arriver, bien sûr. Hein, mais c'est pas, voilà, vous vous en doutez, quoi. Les élections sont pas, voilà, c'est pas, ça se passe pas juste parce qu'on met un bulletin dans l'urne, quoi. Ça se passe parce que avant il y a une campagne médiatique, commerciale, comme pour vendre un baril de lessive, quoi. À la fin, on vous fourgue Macron, comme on vous aurait fourgué une savonnette, quoi. Mais parce que pendant 200 couvertures de journal et de magazines, on vous l'a mis avec Brigitte, ils sont tellement mignons, puis ces nouveaux génies, voilà. On nous met de vous rappeler toutes les négociations qu'il y a eu sur aéroport de Toulouse-Blagnac, sur Alstom, etc. Enfin bref, où les mêmes personnes étaient aux manettes aussi. Hein. Ça, on vous en parle pas. Et puis à la fin, on vous le fourgue. D'autant, vous imaginez bien que s'il y a des gens qui sont capables de tricher quand ils vendent des médicaments, on pense à Pfizer notamment. Hein. Pfizer, vous savez, a été condamné en 2009 pour 2,3 milliards de dollars d'amende pour falsification de données et commission occulte. Une commission occulte, ça veut dire donner de l'argent aux décideurs publics pour qu'ils fourguent son produit, la corruption, quoi, en fait, dit autrement. Hein. Donc vous imaginez bien que s'ils ont été condamnés à ça et qu'ils ont été condamnés à plus de 100 milliards de dollars en tout sur toutes les amendes entre leurs filiales et eux pour les mêmes faits, c'est intégré à leur business model. Donc vous imaginez bien que ces gens-là, s'ils sont prêts à mentir pour arriver à faire de l'argent, il y a des chances qu'ils arrivent à truquer des élections pour arriver à faire élire les gens qui sont conformes. Enfin bon, ça, c'est un procès d'intention peut-être. Hein. Peut-être que j'ai une vision trop pessimiste des puissances économiques à l'œuvre. Donc j'en reviens à la question de pourquoi travailler à l'intérieur et comment faire. Donc la tentation, ça va être de vouloir réagir face à ça, de vouloir le dénoncer. Sauf que déjà, est-ce que vous avez une puissance d'agir à cet endroit-là? Si vous avez une puissance d'agir, peut-être qu'il faut le faire. Parce qu'effectivement, si c'est pas juste de la dénonciation, mais que vous êtes capable de monter un procès, d'aller jusqu'au bout, de le gagner, de trouver le bon avocat, de faire ce qu'il faut et de faire cracher Pfizer, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il faut lutter contre. Mais intelligemment. Intelligemment, ça veut dire à des endroits où vous avez une puissance d'agir. Si c'est juste faire des soirées de déploration ensemble en disant que l'entreprise Pfizer est malhonnête, bon, ok, soit, mais ça va pas nous avancer beaucoup. Donc, faut se remettre, l'empuissantement, hein, vous savez, c'est ce qu'on dit en anglais, quoi. C'est se remettre dans une situation de puissance d'agir. Et souvent, pour se mettre dans une situation de puissance d'agir, bizarrement, ça commence par se dire à soi-même, je suis capable. Et donc, on en revient au retournement intérieur. C'est de dire, mes croyances limitantes doivent être arrêtées. C'est exactement ce qui s'est passé pour Réinfo Covid. Pensez que je savais faire une vidéo sur YouTube ou je sais pas quoi. Mon métier, c'est médecin animateur, quoi. Pensez que je pouvais prétendre à ce que des centaines de milliers de personnes soient au courant de ce qu'on a écrit et tout ça. Vous pensez que je savais tout sur l'épidémie au départ et sur comment ça se passait? Bien sûr que non. Donc la première chose qui a été faite, c'est juste de me dire, en fait, je suis capable, je suis pas bloqué dans ce que je suis. Et la deuxième chose qui vient, à partir du moment où vous avez commencé ce travail intérieur, souvent c'est j'ai besoin d'aide. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé pour l'info Covid. C'est la deuxième chose qui est arrivée. Après, on m'a dit, bon, bah, il faut que j'agisse. Tout seul, je peux rien faire. Donc, j'ai besoin de l'aide des autres. Et c'est pareil c'est en ça où je vous dis que je suis d'accord un peu avec les deux versions. C'est que je pense qu'on a besoin de l'aide des autres pour se transformer soi-même. C'est-à-dire que si vous pensez que vous allez vous regarder dans le miroir et dire bon, alors maintenant j'ai bien compris ça, tel problème, tel truc dans ma vie et tout ça, et je vais changer. Ça nécessite, il y en a qui doivent y arriver. Moi, je suis pas cette hypothèse, mais souvent ça passe par des rencontres. Ça passe par quelqu'un qui vous guide sur le chemin. Ça passe par l'autre. Et pour ça que j'ai écrit plusieurs fois et j'ai dit que l'autre est profondément thérapeutique. Avant tout médicament, c'est l'autre qui nous permet de guérir de nos névroses, de nos croyances limitantes, de notre pensée auto-infirmante qui nous dirait qu'on n'est pas capable. L'autre nous aide sur ce chemin-là. Et au passage, nous réconcilier avec nous-mêmes. Donc il y a d'abord une réconciliation avec soi-même. Et c'est pas la plus simple, hein, c'est pas la plus facile. C'est beaucoup plus facile de vouloir aller invectiver ce qui est à l'extérieur.
c'est la faute des vilains pollueurs, des multinationales polluantes, si le monde est dégueulasse. Ouais, certes. Enfin, c'est moi qui ai des oreillettes avec de l'électronique qui vient du bout du monde et un iPhone, etc., et qui suis sur Internet à consommer des téraoctets de bande passante des serveurs des mêmes personnes. Donc souvent, la transformation intérieure, elle va passer par un désinvestissement du monde extérieur initial, par un non-agir. Cette voie-là du non-agir, elle est explicitée par pas mal de penseurs, mais il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui a écrit un livre qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille, et qui pose un peu les principes de la permaculture, en fait. C'est-à-dire d'une idée du rapport à l'agriculture, soit beaucoup plus en accord avec les mouvements du monde, de la nature, avec les grands schémas d'interaction du vivant avec les uns avec les autres. Et pas dans une volonté de contrôle. On fait pas mon potager avec des lignes bien précises. Là, il y a que des tomates, là, il y a que des poivrons, là, il y a que du fenouil. Non, je vais accepter que c'est un peu le bordel, que même je vais avoir certains prédateurs qui vont prendre certaines choses, mais je vais essayer d'aider à ce qu'il y ait le bon équilibre. Et que j'en fais partie aussi. J'en fais partie. Donc, dans la transformation intérieure, il y a cette idée que je fais partie de quelque chose de plus grand. Et donc, de couper, au départ, le non-agir, c'est de couper les interactions avec ce plus grand qui me sont néfastes, qui me rendent malheureux. Et ça, je crois que c'est une partie du non-agir. C'est d'arrêter de mettre son énergie dans des choses qui nous rendent malheureux. Donc, ça commence par l'idée de consommateur. Je vais pas mettre mon pognon dans des choses qui détruisent le monde, qui sont injustes socialement, éthiquement. Je vais essayer d'acheter de quoi manger qui soit comme il faut. Et peut-être que je mangerai moins. Et en fait, c'est pas grave, je serai peut-être un peu moins gros. Et peut-être que j'aurai moins de jouissance immédiate de me prendre un shoot de Nutella ouais, il y aura moins de sucre, c'est sûr. On va manger plus de légumes. Mais au passage, je vais transformer le monde de manière très efficace. Parce que ce changement propre que je m'impose quelque part à moi-même, et que je n'arrive à tenir que parce que je suis avec d'autres, avec ma famille, etc. Si je suis tout seul à manger vegan, enfin ou pas vegan, je sais pas quoi, au milieu de gens qui mangent tous du Nutella, c'est dur. Hein, donc il va falloir le faire ensemble. Et va transformer les conditions de rémunération des agriculteurs. Va transformer le tissu urbain de la revente de fruits et légumes. On va arrêter d'avoir des grandes multinationales dans des supermarchés. Et en fait, ce sera beaucoup plus efficace que d'aller faire une manifestation devant un Leclerc. La question, c'est si je veux que ça transforme le monde, j'ai besoin, une fois que j'ai pris conscience et que j'ai commencé à travailler, à me mettre en lien avec les autres. Parce qu'il n'y a que dans le lien que je vais atteindre la masse critique de transformation du précipité qu'est le réel. Et en fait, ça, c'est aussi toute la tentative de Réinfo Covid avec les groupes locaux. Il y a beaucoup d'antennes locales. Maintenant, il y en a plus de 114 en France métropolitaine et ultramarine. Il y a de nombreux pays, la Suède, l'Israël. Il y a plein de pays à l'étranger. On est en discussion avec le Togo, je me souviens plus de tout, hein, mais pour ouvrir d'autres antennes internationales. Réinfo Covid, c'est une multinationale, en fait, mais sans argent, sans compte en banque. Donc c'est un peu étonnant. Et parce que on sait que à force de mettre en lien, de tisser du lien, de tisser de la complexité, émergent de nouvelles propositions, émergent de nouvelles choses. Et puis petit à petit, ça change le fond culturel dans lequel on navigue. Et plutôt que d'être dans un fond culturel où on serait contre un système qui s'effondre et à l'entretenir, on est en train de nourrir la transformation de l'institution. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il faut que l'alternative cesse d'être l'alternative. Il faut qu'elle devienne l'institution. Institutionnelle alternative. Il y a un livre très intéressant là-dessus, vous pourriez l'interroger, c'est de Éric Sadin, qui est sorti tout récemment. Je vous ai déjà cité Éric Sadin parce que j'aime beaucoup ses écrits. Il a écrit un livre qui s'appelle Faire sécession. Et où il explique que pour faire sécession, vous pouvez pas juste dire salut, je me casse, c'est terminé. Sinon, vous allez faire comme ceux qui ont brûlé leur papier et tout ça. Le fil de rappel élastique par l'institution va être extrêmement brutal. Vous avez besoin de créer des ponts petit à petit, des fuites, et de laisser l'énergie fuiter à partir du système pour qu'elle aille irriguer autre chose. Et il faut que ce soit autre chose. Que si elle fuite juste et qu'elle part dans rien, elle disparaît, cette énergie. Donc, il faut que vous ayez créé la matrice organisationnelle dans laquelle peut venir se sédimenter cette énergie et la nourrir. Et donc, pour ça, il faut être organisé, méthodique, nombreux, patient, calme, déterminé et avoir cette idée de l'institutionnalisation de l'alternative. Je vous donne un exemple. On a fait un film
et qui est en cours de réalisation, qui s'appelle Tous résistants dans l'âme, aussi dans la suite du film. Et ce film, il va voir plein de gens autour de la France qui font autrement l'école, qui font autrement la monnaie, qui font autrement le soin et la santé, qui font autrement le faire ensemble, l'organisation des groupes sociaux, la prise de pouvoir, la prise de décision ensemble, le partage du pouvoir. D'autres gens qui font de l'architecture autrement, d'autres gens qui font de l'art autrement. En fait, il y a tous ces champs-là qui sont couverts, même plus encore. Donc, c'est plein de rencontres qui sont extrêmement belles et qui sont mises ensemble pour créer un phénomène de résonance. J'entends par résonance l'idée de, comme les militaires qui marchent au pas, vous savez, sur un pont et qui le font effondrer. Et s'ils marchent tous n'importe comment, ça marche pas, quoi. Le pont il s'effondre pas. Là, c'est l'idée vraiment d'arriver à créer un récit désirable, une protension collective positive, j'en parle dans le livre, qui donne envie d'être emprunté, qui fait qu'il y a plein de gens qui s'agglomèrent à cette complexité, acceptent qu'elle est complexe, qu'on n'est pas tous d'accord sur tout, et en fait, c'est très bien. Par contre, on a des points de recoupement. Globalement, on aspire à la joie, à la paix, au partage, à la rigolade, à l'amour. Et voilà. Et peut-être c'est ça le fil rouge, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin et chercher des trucs très compliqués. Si on est déjà sur ces valeurs-là, bon, bah, ça peut nous rejoindre, quoi. On cherche à ce que les gens soient en bonne santé. Après, la stratégie pour y arriver, c'est discutable. Et si on se remettait tous d'accord sur le fait qu'on a envie que les gens soient en bonne santé, peut-être ça mettrait au jour que peut-être il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on soit tous en bonne santé. Et ça mettrait au jour le fait que les autres sont séparés de manière artificielle, en fait. C'est pas des histoires de masques, c'est pas des histoires de vaccins, c'est pas des histoires de... Non. Au fond, on a tous envie que les gens soient en bonne santé, donc on peut se réconcilier là-dessus. Et après, juste mettre en balance nos différentes stratégies et voir qu'elles peuvent se réconcilier. Donc le film, il parle un peu de ça, pas de l'épidémie, mais il parle de l'idée de réconcilions-nous sur des choses de fond et voyons qu'il y a plein de stratégies pour arriver et qu'il y a plein de stratégies qui sont pas envisagées aujourd'hui, qui pourtant sont classées dans le domaine de l'alternative, mais qui pourtant sont institutionnalisables, peuvent devenir le modèle désirable dominant. Et qu'en fait, il n'y a plus qu'à le faire. Et il y en a déjà plein qui le font, donc il y a qu'à se mettre avec eux. Merci beaucoup, Dr Louis Fouché, pour cet éclairage passionnant. Merci, c'est un peu long peut-être comme entretien, mais je suis bavard. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui iront lire le livre et partager, et puis le critiquer surtout, comme je vous ai dit, c'est partie de la pensée complexe. Ça me fait plaisir qu'il y ait plein de gens qui soient pas d'accord, au contraire, ça me fait évoluer aussi. Et j'en reviens à ma prescription habituelle, comme un mantra, un refrain qui revient à la fin des entretiens, éteignez la télé, quoi. Quittez les réseaux sociaux, sauf pour appeler, et abandonnez votre téléphone, sauf pour appeler les gens que vous aimez et organiser quelque chose de pratique dans la matière. Prenez soin de vous-même, prenez soin de vivants autour de nous, de la nature, partagez vos pépites et vos récoltes et mettez votre énergie au bon endroit. Le bon endroit, c'est d'aller satisfaire à vos besoins immédiats pour être heureux. C'est pas d'aller contre le système, c'est pas de voter pour tel messie qui viendrait tout résoudre. C'est là tout de suite, on est capable de faire plein de choses. Il y a des exemples dans le livre, il y en a dans le film. J'en relate de très nombreux au travers des collectifs locaux qui me donnent énormément d'imagination pour aller transformer le monde et se transformer soi-même au passage et être plus heureux. Et ça passe souvent par le lien, par se réunir avec les autres. Donc ce que je vois, c'est que la plupart des collectifs se réunissent au départ sur un fil Telegram de déploration, où ils pleurent sur le système, ils sont en colère, ils ont peur. Et c'est nécessaire. On a besoin de ça aussi, de purger de faire une sorte de catharsis. Ensuite, ils se voient de manière présentielle pour faire la même chose, de la déploration. Donc ils vont passer une soirée Covid, quoi, à refaire le Covid, les dernières annonces gouvernementales, quoi. Bon, ok. Et puis au bout d'un moment, ça suffit. Il faut passer à quelque chose de constructif. Et c'est là qu'ils commencent à faire des supermarchés coopératifs. C'est là qu'ils commencent à faire des bibliothèques, parce qu'ils peuvent plus aller à la bibliothèque à partir de leur propre bibliothèque les uns les autres qu'ils ont mutualisées. C'est là qu'ils commencent à refaire des écoles, puisque l'école prend plus soin et fait du mal aux enfants. Ils refont des écoles, et ils ouvrent des écoles. Ils commencent à racheter des terres arables pour les mettre à disposition en faisant des foncières agricoles, lui mettre de l'argent en commun, en disant ok, tout notre argent, là, plutôt que de se le faire piquer par le grand reset, etc., on va le mettre dans la matière, on va acheter des terres agricoles et arrêter l'accaparement des terres par des multinationales comme celle de Bill Gates ou autres, qui veulent faire de la monoculture dégueulasse, pesticidés, engrais. Nous, on va acheter des terres pour installer des paysans en bio, en biodynamie, en agroécologie, en permaculture. On pense que c'est plus juste. Il y a des gens qui mettent leur argent en commun pour permettre de payer des soignants dans un modèle de soins alternatif.
Il y a plein de choses qui se passent en fait. C'est extrêmement réjouissant. Et dans tous les domaines de compétences de tous et chacun. Donc, il n'y a pas besoin d'être un génie, il y a besoin de se mettre ensemble, de brainstormer, et puis voilà, les névroses vont se rejouer, hein, comme je l'ai dit, mais petit à petit, les modèles organisationnels vont se trouver, et les collectifs sont de plus en plus capables de changer le monde. C'est très impressionnant et très réjouissant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Louis Fouché.